Maxime Thuillier, bonjour. Vous êtes à la tête de Green Letter Club. Alors de quoi s'agit-il exactement ? C'est un podcast et une chaîne YouTube où on essaye de prendre des sujets. Enfin, on est parti du principe que le changement climatique allait changer absolument tout dans nos vies. Et on veut expliquer à travers des épisodes d'1 heure comment le changement climatique va impacter nos vies. Donc d'abord en faisant une analyse scientifique des événements qui sont en train de se passer, et ensuite par exemple en allant voir au niveau de l'architecture qu'est-ce qui va changer chez les architectes, au niveau de la diplomatie qu'est-ce qui peut changer, au niveau des transports qu'est-ce qui va changer. Donc voilà, on a un côté où on fait le constat scientifique et de l'autre côté on analyse les conséquences sur nos vies. Et l'idée, c'est de le traiter pendant 1 heure, chaque épisode, qu'on ait, en tant que citoyen, un point de vue un petit peu exhaustif sur une des grandes questions qu'on peut se poser. Voilà, par exemple, quel sera l'avenir du tourisme en 2100 ? Est-ce qu'il y aura toujours des avions demain ? Qu'est-ce qu'il en est du pic pétrolier ? D'accord, j'ai vu que vous en étiez au 75e épisode, mais ça correspond en réalité à quelle fréquence ? Alors maintenant, on est repassé sur une fréquence d'1 fois toutes les 2 semaines pour pouvoir consacrer un peu de temps au développement. À un moment, on était passé à 1 épisode par semaine, mais c'était un peu trop compliqué pour pouvoir développer les choses qu'on essaie de développer par ailleurs. C'est quelque chose qui reste quand même épisodique pour vous. Mais en fait, il y a un business model derrière. C'est quelque chose qui est lucratif. C'est quelque chose qui ne l'est pas. Quelle est votre stratégie derrière tout ça ? Alors le but, c'est pas de faire de l'argent, clairement. En revanche, moi je suis salarié d'un groupe qui s'appelle My Little Paris, et pour l'instant c'est pro bono, c'est-à-dire qu'elles ont aucun intérêt à le financer, et simplement ce qu'elles m'ont dit, c'est de réussir à trouver un business model de quoi vivre d'ici 1 an à peu près. Donc on est en train d'aller vers la formation et vers les conférences pour pouvoir financer le média. On veut absolument pas faire de publicité parce que tous les intervenants, tous les gens qu'on rencontre nous disent que c'est le ver dans le fruit, c'est la publicité, c'est que ça nous pousse à surconsommer. Et donc on veut se passer de publicité. C'est pour ça qu'on essaye d'aller vers des conférences. On sent qu'aussi il y a une appétence et un besoin dans les entreprises de comprendre ce qui va se passer d'un point de vue sectoriel, mais aussi d'un point de vue d'humaniste, de comprendre de manière générale ce qui est en train de se passer. Alors vous disiez qu'il y a une société qui finance un peu tout ça pour l'instant. Quel est son objet à cette société ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Donc My Little Paris, c'est un groupe média classique qui fait des newsletters et qui comprend aussi que dans les années qui viennent, la publicité, ça va changer, notre rapport à la publicité, ça va changer, et simplement parce que les fondatrices sont préoccupées par le sujet, et donc elles me laissent les mains libres pour l'instant pour développer le Green Letter Club. Et c'est peut-être aussi un segment qui permet de rabattre du flux d'un trafic, non ? Pour l'instant, pas du tout. Comment vous choisissez justement vos sujets de prédilection ? Donc vous avez dit que vous alliez spécialité par spécialité, c'est ça ? Souvent, je me pose une question. Par exemple, l'architecture, ça faisait 2 ans que je voulais trouver quelqu'un qui connaisse bien le sujet, parce que évidemment l'architecture, la construction en tout cas, c'est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, et donc je me suis renseigné, puis j'ai fini par trouver un architecte que je trouvais intéressant. Et c'est pareil, j'essaye de fonctionner d'abord en identifiant un sujet, et ensuite en allant chercher la personne idoine sur le sujet. Ça peut paraître banal, mais dans le monde du podcast, on fait plutôt l'inverse. On trouve une personnalité et puis ensuite on lui pose des questions. Je trouve que c'est pas la bonne approche, que si on veut vraiment informer les gens, il faut d'abord travailler le sujet, le comprendre, le digérer. Moi, il y a par exemple des sujets, le sable, ça fait 3 ans maintenant que j'ai envie de faire un sujet sur le sable, sur le coton. J'ai pas encore réussi à trouver les personnes qualifiées pour m'en parler, mais je ne désespère pas, et je pense que c'est comme ça qu'on crée un contenu de qualité, en tout cas, qui permette vraiment d'informer les gens et pas de finir par tourner en rond. Ça reste un site de podcast francophone.
Et vous l'avez pourtant intitulé Green Letter Club. Alors, on n'a rien contre l'anglais, mais c'est peut-être quelquefois un peu ardu pour certains. Pour être tout à fait honnête, j'ai eu la main libre sur tout, sauf sur le nom. Parce que en fait, chez My Little Paris, il y a une newsletter qui s'appelle la Green Letter, et donc c'était décliner le nom de la Green Letter. Après, avec quand même pour les petits secrets du club, l'idée qu'on est dans une période pré-révolutionnaire, et le club fait référence. Ce que j'aimerais réussir à faire, c'est créer une communauté, un lieu où il y ait des échanges d'idées, comme les clubs de la Révolution, les Feuillants, les Jacobins, les Cordeliers, parce que je pense vraiment qu'on est dans une période pré-révolutionnaire, qu'on va devoir changer absolument tout à nos modes de vie. Voilà le petit secret derrière le club. Très bien. Alors, quid de votre... Alors, pourquoi avoir choisi le podcast plutôt qu'autre chose? Mais en réalité, vous n'avez pas choisi que le podcast. Vous faites de la vidéo également. Podcast et chaîne YouTube, parce que au départ, moi, mon idée, c'était de faire d'abord de la vidéo, parce que je pense que c'est le média qui a le plus grand potentiel pour toucher largement des gens. Et je pense qu'on est dans une urgence telle que le sujet, c'est non seulement de parler des sujets, mais aussi de les faire comprendre au plus large nombre. Donc ça, c'était l'idée pour la vidéo. Et après, le podcast, ça m'a semblé intéressant aussi de le décliner, c'est-à-dire de faire un produit qui aille sur 2 médias différents, parce qu'on touche des gens extrêmement différents. Et d'ailleurs, sociologiquement, entre YouTube et le podcast, ça a vraiment rien à voir. Alors expliquez. Sur YouTube, je vais le tirer à gros traits, mais grosso modo, on touche la France périphérique. Donc c'est des gens qui habitent Cahors, qui habitent Lens, qui habitent Montélimar. Moi, il y a des choses, y compris très touchantes, qui me sont arrivées, où des agriculteurs nous disent: est-ce qu'on peut diffuser dans notre mairie d'une petite ville dans le Lot qui s'appelle Catus toutes les semaines vos épisodes. Et à côté de ça, les podcasts, c'est un usage qui est très métropolitain, qui est en train d'advenir, mais qui n'est pas encore mature. Et donc, on touche beaucoup les jeunes 25-40, très urbains, très concernés déjà par la question. Donc, dans les cabinets politiques, dans les conseils municipaux, dans les universités, beaucoup d'ingénieurs aussi, mais des gens très jeunes et déjà très formés. Donc il y a une grande différence entre les podcasts et YouTube, d'un point de vue sociologique. Mais prenons quelqu'un qui découvre votre site et qui voit, qui commence d'abord par le podcast et puis qui s'aperçoit par la suite qu'il y a une chaîne YouTube. Est-ce que naturellement il ne va pas aller après systématiquement sur la vidéo? Pas du tout, parce que ça dépend vraiment des usages. Les podcasts, il y en a beaucoup. On écoute des podcasts en faisant la vaisselle, en allant courir, en étant dans la voiture. Donc c'est des usages qui sont très différents de ceux de la vidéo. Donc en général, quand quelqu'un écoute sur YouTube, il reste sur YouTube. Et quand quelqu'un écoute en podcast, il reste en podcast. Ça arrive que ça change, mais en général, les gens restent sur leurs médias de prédilection. Est-ce qu'on a une idée des audiences sur le podcast et sur la vidéo en ce qui vous concerne? Ouais, on a des idées même très précises, parce que les dashboards sont très précis. Nous, on est à un peu plus de 1000 écoutes par jour. C'est en train de grossir assez rapidement sur le podcast. Ça a pris un peu de temps. Mais donc on est à plus de entre 30 et 40 000 écoutes par mois sur le podcast. Et sur YouTube, c'est bien plus important, parce que on est entre 100 et 150 000 vues par mois. Voilà, grosso modo, si vous voulez les chiffres, on a bientôt 25 000 abonnés sur YouTube, et on a plus de 30 000 abonnés sur le podcast. Donc voilà, on est entre 55 et 60 000 abonnés de manière générale. Il y a un long débat sur la durée des podcasts, et vous avez choisi de vous investir sur une durée longue, 1 heure en général. Pourquoi ?
parce que moi mon but c'est de faire de l'information. Je sais que les tendances sont plutôt à avoir des podcasts d'une vingtaine de minutes. C'est pas mon sujet. L'audience c'est important évidemment, mais pour moi l'important c'est de permettre aux gens de comprendre de manière exhaustive un sujet. Et du coup, je sais, j'ai des copains qui essayent par exemple de faire des podcasts de 20 minutes ou faire une interview et en faire 4 podcasts pour faire gonfler les audiences. Moi, je pense que pour respect de l'auditeur, c'est beaucoup plus confortable d'avoir une interview sur un sujet plutôt que d'en avoir saucissonné 4. Donc voilà, je pense d'abord à l'auditeur. Je pense que si jamais ça décolle un jour, ce sera aussi parce qu'on a choyé nos auditeurs et que tout est fait pour leur confort et pour une meilleure information. Vous avez abordé de nombreux volets. Quel est celui qui a fait le plus d'audience ? C'est assez difficile à dire parce qu'il y a une très très grande différence entre YouTube et le podcast. Sur YouTube, c'est clairement Yves Cochet sur l'effondrement. C'est-à-dire que sur YouTube, il y a des... C'était la première émission. C'était la première qui a été diffusée, ouais. On les a publiées à peu près en même temps, les 4 premières. Mais oui, il y a sur YouTube, il y a des gens qui sont ou des thèmes, par exemple l'effondrement, ça fait énormément de vues. Donc moi, si je voulais maximiser mes vues, je ferais que des vidéos sur l'effondrement. Donc ça, c'est propre à YouTube. L'énergie, l'effondrement, c'est des sujets qui plaisent beaucoup. Comment vous définissez l'effondrement ? L'effondrement, c'est l'effondrement. C'est pas moi qui le définis, mais c'est Yves Cochet qui a été le premier en France à en parler. Ensuite Pablo Servigne et maintenant il y en a beaucoup. Mais c'est l'effondrement généralisé des systèmes techniciens qu'on connaît aujourd'hui, qui font que la société, qui font que les citoyens aujourd'hui dépendent des flux d'énergie, des flux de nourriture, des flux de matière. Tout ça s'effondrerait. Les modes de vie tels qu'ils sont aujourd'hui ne pourraient plus fonctionner. Voilà. C'est un effondrement, mais vous restez optimiste quand même. C'est-à-dire sur lequel on va pouvoir rebondir. Bien malin sera bien malin seront les gens qui sont capables de lire l'avenir. Simplement, c'est vrai que la mondialisation nous a entraînés vers un enchevêtrement de dépendances et de points critiques qui rendent les sociétés très fragiles. Moi, là, je travaille par exemple sur un sujet. En fait, le climat, les changements climatiques vont tout bouleverser. Je prends un exemple tout simple. Je suis en train de travailler sur la désertification de l'Espagne. En 2100, en scénario pessimiste, l'Espagne deviendrait un désert. C'est-à-dire que les 2 tiers du territoire seraient considérés comme désertiques. L'Espagne repose sur 2 piliers économiquement, le tourisme et l'agriculture. Or, sur ces deux sujets-là, il y aurait un effondrement économique. Voilà, les rendements de maïs sans irrigation baisseraient de 80%, les rendements de blé sans irrigation baisseraient de 50%. Toute l'agriculture espagnole repose sur l'irrigation, donc ça pose vraiment des vrais sujets. Et là, on verra un effondrement de la société espagnole à coup sûr. Et c'est 4 degrés d'élévation des températures, donc c'est un scénario qui est pessimiste, mais qui n'est pas impossible. Donc ça ne fait pas de vous un écho anxieux ? Forcément un peu, mais travailler sur le sujet, ça décharge quand même beaucoup de cette anxiété, parce qu'on a l'impression de faire ce qu'on peut à notre échelle. Au-delà des agriculteurs que vous citiez tout à l'heure, avez-vous l'impression que le podcast que vous réalisez a aujourd'hui un impact ? Ouais, j'ai eu des gens qui m'ont écrit en me disant qu'ils avaient changé de boulot grâce à ça. Il y en a eu d'autres qui ont créé des médias grâce au podcast. Donc on a pas mal de messages comme ça assez touchants de gens qui soit choisissent des carrières universitaires, soit changent ou réorientent leur métier en écoutant le podcast. Donc on commence à avoir un impact. Après, pour moi, l'objectif à long terme, c'est de réussir. On est encore tout petit, et l'objectif à long terme, c'est d'avoir vraiment de l'influence sur la vie des gens, ce qui est clairement pas le cas aujourd'hui. Un mot sur le panorama des podcasts qui s'intéressent aux questions climatiques ? Moi, mon objectif, de manière plus large, c'est de réussir à terme à fédérer tous les acteurs, tous les médias qui travaillent sur ce sujet-là. Je parle des médias en général parce que je pense que si on veut faire du bon travail, on a besoin de temps.
Or là, on voit que l'écosystème est très éclaté. En général, les médias sont entre 1 et 3 personnes, 5 au maximum. Et en fait, on peut pas faire des enquêtes, on peut pas vraiment aller dans le fond des choses. Donc moi, je plaide, et d'ailleurs j'ai pris des actions en ce sens pour réussir à terme fédérer ces acteurs-là. Sur la partie podcast en elle-même, c'est à la fois très chouette. On voit émerger plein de podcasts. Il y a plusieurs limites à ça. Souvent, les gens font ça de manière bénévole, ce qui est très bien, et en même temps, ce qui pose une problématique sur la longueur, parce que les gens, il y a un phénomène qu'on appelle le pod fade aux États-Unis, c'est-à-dire l'essoufflement du podcast. En général, si c'est pas une organisation ou quelque chose de vraiment structuré, pensé, parce que faire un podcast, ça demande énormément d'énergie et de temps, au bout d'un an, on s'essouffle et on arrête. Donc, moi, il y a une des craintes que je vois sur le podcast, sur l'écologie, c'est ça. Et l'autre chose, c'est qu'un des défauts que je vois, c'est que souvent ce sont des gens qui connaissent pas très bien le sujet, qui le font un peu pour se former eux-mêmes, mais du coup qu'on tourne en rond à la fois sur les sujets et sur les choses qu'il faut faire. Si on veut vraiment sérieusement informer les gens, il faut beaucoup travailler et ça demande de le faire à plein temps. Et je prends des exemples. On a l'impression intuitivement que dépolluer les océans, ça a un impact, que c'est important. Sauf que en gros, ça sert à peu près à rien. Parce que le mal est fait, qu'on dépensera des millions pour aller chercher quelques bouts de plastique, mais que la majorité du plastique se dilue dans l'océan. C'est pareil sur la voiture électrique. Si on est vraiment sérieux sur le sujet, remplacer le parc de voitures thermiques par un parc de voitures électriques, ça ne changera pas substantiellement le fond du sujet. Donc en fait, et souvent les podcasteurs qui commencent sont un peu, et c'est normal parce qu'ils connaissent pas le sujet, voient ça comme des choses positives, donc vont inviter des gens sur ces sujets-là, mais en fait, vraiment, si on interroge profondément ces questions-là, ça change pas les sujets. Et donc pour moi, c'est important d'avoir des gens qui travaillent, qui sont spécialisés sur l'écologie et qui puissent vraiment déminer toutes ces fausses bonnes idées. Et en matière d'écologie, comme c'est extrêmement compliqué, que ça touche à plein de sujets différents, il y a plein de choses trappes ou de fausses bonnes idées comme ça sur ces sujets-là. Pourquoi ne pas penser à faire cette émission dans un média, télévision par exemple ? Il faut de l'entre-gens pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que le monde des médias, c'est un monde très fermé et il y a une mauvaise compréhension des journalistes de ces sujets-là. Ils ne comprennent pas à quel point c'est important. Il y a ce côté qu'on voit bien dans Don't Look Up, mais que déjà les médias reposent aujourd'hui leur business model sur de l'audience. Les rédacteurs en chef, les directeurs de rédaction, les producteurs sont très frileux sur ces sujets-là parce que ça fait pas forcément d'audience, donc ils n'ont pas forcément intérêt à le faire. Donc c'est vraiment très compliqué de le faire dans des médias classiques. C'est en train d'évoluer, on voit qu'il y a quelques... Alors en façade, on annonce que ça va être le sujet, la révolution du siècle, et en même temps, on n'y est pas encore. Ouais, quand on voit par exemple sur le front d'Hugo Clément et déprogrammé parce que ça fait moins d'audience, ça résume bien le sujet des médias, c'est-à-dire que tant que ça fait pas d'audience, ça sera toujours relégué en deuxième partie de soirée, ça sera toujours soit des gens qui le font pour le bien public, pro bono, soit c'est pas dans leur intérêt aujourd'hui. Les médias fonctionnent sur... Et d'ailleurs c'est intéressant, si je peux développer une digression un peu longue... En fait, pour moi, on est dans un moment qui rappelle un peu la Yellow Press aux États-Unis à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'information, 64%, je crois, de l'information, c'est un chiffre qui a été fait par Julia Cagé, qui a écrit un livre qui est passionnant, qui s'appelle L'information à tout prix, qui date un peu, ça date de 2013, mais où elle a colligé l'ensemble de 100 plus gros sites d'information sur Internet. Et avec un algorithme, elle a identifié que, je crois, le chiffre c'est 64% de l'information et 100% copier-coller.
parce qu'en fait, avec l'émergence d'Internet, les sites d'information tendent à l'exhaustivité. Donc même s'ils ont 3 personnes, ils vont essayer de faire le plus d'articles possible pour parler d'Ukraine alors qu'ils n'y connaissent rien, pour parler de la Coupe du Monde. Voilà, ils veulent que les spectateurs, enfin leur audience qui va sur leur site, puisse voir absolument tout sur leur site. Voilà, donc 64% qui est 100% copier-coller, et je crois que 80% qui a plus de 80% de copier-coller. Donc aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que l'information est vraiment très moutonnière, et ça me rappelle donc les gens commencent à se défier de cette information-là. Et ça rappelle les années de la fin du 19e siècle aux États-Unis, où en fait les journaux s'appelaient la Yellow Press parce qu'ils vendaient au numéro, et pour vendre au numéro, chaque jour que les gens achètent, ils faisaient des titres de plus en plus sensationnalistes. Et donc à tel point que on dit que ça a participé à l'entrée en guerre des États-Unis contre Cuba, la guerre qui opposait à la fin du 19e l'Espagne et Cuba, parce qu'ils racontaient des violences et les exagéraient. Voilà. Donc en fait, les gens ne croyaient plus tellement dans cette presse-là, parce qu'ils voyaient bien qu'elle était sensationnaliste, qu'elle exagérait les choses. Et est arrivé le New York Times en disant moi je vends en abonnement. C'est-à-dire que voilà, tous les mois vous achetez mon journal, comme ça vous êtes sûr des informations qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce mouvement-là, c'est-à-dire que aujourd'hui les médias essayent de faire du buzz, de l'audience, parce que c'est comme ça qu'ils vivent, et en même temps les gens commencent à s'en défier, et j'ai l'impression qu'ils se dirigent de plus en plus vers des médias alternatifs dans lesquels ils pourront vraiment avoir l'assurance que l'information est de qualité. Je pense à Mediapart, je pense à Socialterre, à Blast, où voilà, de plus en plus j'ai l'impression qu'il y a un début de quelque chose où les gens réacceptent de payer pour avoir de l'information. Que pensez-vous du risque de voir certains médias freiner un petit peu justement la médiatisation de ces questions en raison des lobbying forts des industriels qui peuvent s'exercer sur ces médias? Ça c'est évidemment un problème majeur. Ce qui se passe, moi, de ma carrière dans les médias, ce que j'ai pu voir, c'est plutôt qu'il y a souvent de l'autocensure que de la censure directe. Voilà, un directeur de rédaction qui fait en sorte qu'on ne parle pas de tel sujet parce que c'est contraire aux intérêts des actionnaires. Mais oui, c'est un frein qui est évidemment très fort, et il faut absolument que les médias soient indépendants. C'est le prix de la démocratie, il est dans l'indépendance des médias largement. Est-ce que vous vous auto-censurez sur certains sujets climatiques? Non. Merci Maxime Thuillier. Avec plaisir.